France Maghreb 2. À la une du Grand Forum et pour ce jeudi, Chili, Liban, Haïti, Équateur ou encore Hong Kong, Algérie, Catalogne, Irak. Les soulèvements populaires se multiplient à travers le monde. Craignez-vous un embrasement de la situation au niveau mondial? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui, à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2. On en parle dans un instant avec Mounia Feriachi, Yasser Louati et Khaled Simohan qui seront nos invités dans un instant. Le zapping, un avis tranché signé Khaled Simohan tout à l'heure, sans oublier notre deuxième sujet tout à l'heure. Pourquoi il faut se mobiliser et mettre de côté de différences afin de se faire entendre au travers des rassemblements organisés, par exemple ce 27 octobre. On en parle avec vous tout à l'heure et sans oublier le quiz en fin d'émission. C'est donc parti pour votre talk de fin d'après-midi. Ça s'appelle le Grand Forum et c'est évidemment sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, Christophe Roux, 16h-18h sur France Maghreb 2. Chérine El-Messiri, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors, vous êtes avec nous aujourd'hui puisque vous êtes en charge d'un forum qui va se dérouler demain, vendredi, dans le cadre du festival Arabofolies à l'Institut du Monde Arabe. Demain à partir de 14h30 pour parler écologie, Chérine. C'est ça exactement. En fait, on convie à l'Institut du Monde Arabe pour parler des initiatives écologiques dans la région. Plusieurs citoyens du monde arabe qui viennent de Tunisie, d'Irak, d'Oman, de Gaza, d'Égypte. Voilà, des personnes qui ont des actions inspirantes et impliquées dans la préservation de l'environnement. Alors, est-ce qu'en matière d'écologie, on peut dire que ces pays que vous venez de citer font preuve de bon exemple dans le monde? Il y a deux choses. D'une part, les gouvernements de ces pays ont tous des actions un peu différentes. Certains essaient de mener des mesures comme développer des champs de panneaux photovoltaïques ou instaurer un tri sélectif, mais ça peut sembler parfois un petit peu trop esthétique, surtout que dans ces pays-là, il y a une nécessité de développement économique, ce qui fait que le développement écologique et la protection de l'environnement sont relégués au second plan. Et c'est particulièrement intéressant de voir que dans ces pays-là, il y a des membres des sociétés civiles qui se saisissent particulièrement de tous ces enjeux et qui jouent à leur échelle un rôle important en fondant des ONG, des associations, des entreprises, des start-up, et qui arrivent à fédérer autour d'eux d'autres concitoyens, d'autres personnes qui prennent conscience du danger écologique et qui s'associent à leurs actions. Quelles seront les personnalités qui vont participer à ces trois tables rondes? Je crois qu'il y en a trois. Oui, on a plusieurs intervenants qui viennent d'un peu partout dans le monde arabe pour parler de tout ça. On a notamment une Palestinienne, Majda Al-Mashraoui, qui est la fondatrice de Sunbox et Green Cake, où en fait elle équipe les habitants de Gaza en panneaux photovoltaïques pour qu'ils puissent avoir chez eux leur propre électricité, leur propre fourniture en électricité. Ce qui n'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable, effectivement, puisque l'électricité est très rationnée en Palestine. On invite également Yara Yassine, qui est égyptienne et qui a cofondé une entreprise qui s'appelle Upfuse, qui recycle des sacs plastiques et qui en fait des accessoires de mode. Et elle fait travailler à travers ce recyclage aussi des personnes qui vivent dans les quartiers défavorisés du Caire. Elle les rémunère à prix juste et de manière équitable. On invite aussi, par exemple, Souad Al-Arti, qui dirige en fait le programme de l'Environment Society of Oman, donc une association omanaise de préservation pour le patrimoine naturel, en fait pour les paysages naturels omanais, et qui travaille aussi avec le gouvernement d'Oman, puisque là le gouvernement d'Oman a saisi l'importance de ces enjeux et il fait des gros efforts. Il fait des gros efforts Oman en matière d'écologie. Oui, exactement, parce qu'en fait, ils ont un patrimoine naturel assez dingue, assez unique, et ils mettent en œuvre beaucoup de mesures pour sauvegarder leur faune et leur flore. Ouais. En tout cas, on constate au travers de cette présentation que vous nous en faites, Chérine El-Messiri, que finalement, les pays du monde arabe ne sont pas en reste en matière d'écologie et ont leur mot à dire et leurs expériences à faire partager. C'est ça. En fait, on peut regarder ce que eux font. Ça peut tout à fait nous inspirer, nous, de notre côté du monde, de notre côté du globe. Et voilà, on est très content de pouvoir entendre toutes ces personnes-là, tous ces témoignages-là, et de les compter parmi nous. Donc voilà, que les personnes viennent nombreuses pour écouter tout ça. C'est demain, vendredi 25 octobre, à partir de 14h30. Je suppose que ça va durer une bonne partie de l'après-midi dans le cadre du festival Arabofolies. Tout le monde peut venir, c'est ouvert au public, Chérine? Tout le monde peut venir, c'est gratuit, c'est vraiment entrée libre de 14h30 jusqu'à 19h. Voilà, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit, et venez vraiment écouter ces personnalités qui viennent partager leur expérience et leurs actions. Et à titre personnel, qu'est-ce qui se passe pour vous, ma chère Chérine, après?
Alors après, je continue à l'Institut du monde arabe et je prépare un autre forum sur les féminismes cette fois. Ah, les féministes. Des féministes du monde arabe. Les fameuses. Ah oui, bah alors il y a de quoi faire. Vous pourriez nous dire peut-être dans votre casting de votre forum sur les féministes quelle personnalité pourrait éventuellement intervenir, ou vous n'avez pas encore le casting? Alors, j'ai une partie du casting, tout n'est pas encore très déterminé, très défini, mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura une Algérienne, Sonia Ghasmi, qui avait pris part aux manifestations à Alger, et qui avait revendiqué ses positions féministes, et puis une Palestinienne qui est écrivaine, Sarah Barkawi, et qui, elle, a des actions, en fait, elle a cofondé le Wikigender, donc le Wikipédia sur le genre, en langue arabe. Voilà. Bon, et ça, c'est bientôt alors, hein? Ça, ce sera le 6 mars, oui. Ah oui, bon, on a le temps encore. Très bien. L'occasion, en tout cas, peut-être de venir nous voir, Chérine, depuis le temps. Bah, avec grand plaisir. Bon, eh bien, écoutez, merci. On donne rendez-vous, quoi qu'il en soit, demain pour parler écologie dans le monde arabe, principalement dans le cadre du Festival Arabophonie. C'est demain à l'Institut du monde arabe, vendredi 25 octobre, à partir de 14h30 jusqu'à 19h. Chérine El-Messiri nous y invite cordialement à venir en masse, en nombre, demain après-midi pour parler écologie, qui n'est pas une matière superflue à l'école, enfin, qui serait pas une matière superflue à l'école. Quoi qu'il en soit. Merci beaucoup, Chérine, en tout cas, de nous avoir présenté et invité à venir demain écouter, mais aussi débattre avec les intervenants autour de ces 3 tables rondes que vous nous proposez, avec un casting, ma foi, très intéressant et complémentaire. Merci beaucoup, Chérine, à très bientôt. Merci à vous, Christophe, à bientôt. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes jeudi aujourd'hui, le 24 octobre, et pour nous accompagner, un beau plateau, assez inédit d'ailleurs, avec Mounia Feliachi. Bonjour Mounia. Bonjour. Comment ça va, Mounia? Ça va. Bon, t'es entouré. Alias quoi? Le chat glouton. Le chat glouton, ouais. C'est marrant ces noms d'emprunt. Non, parce qu'elle a vraiment un super blog. Franchement, j'invite tout le monde à y souscrire. Je prends la parole avant qu'on m'invite de le faire, mais. Oui, je vois ça. C'est, franchement, honnêtement, c'est un des seuls blogs que je lis régulièrement. Je crois qu'elle publie une fois par semaine. C'est, dès qu'elle poste, je vais voir ce qui se passe. Et généralement, je suis jamais déçu. Bon, je pense qu'il a un truc à te demander d'ici 18h, Mounia. Yasser Louati, comment ça va? T'as pas 15 balles pour payer l'Uber. Moi, comment ça va? Ou pour payer les avocats. Ah bah oui. Hein? Ah bah oui, maintenant c'est le Front National qui porte plainte. Yasser, il faut qu'on se parle. Oui. Mais on va accueillir quand même Khaled Simohan. Bonjour Khaled. Salut Christophe. Comment ça va? Très bien. Une petite chronique tout à l'heure? Une petite chronique. Il va nous parler de quoi? Je vais vous parler de quelque chose qui va t'énerver. Moi? Oui. Pourquoi tu veux m'énerver? Drapeau algérien. Parce que je te connais. Je Ah te bon? connais un peu, suffisamment pour Drapeau savoir que algérien. ça va t'énerver. Peut-être que ça va te faire réagir. Ça s'appelle Pour Sama. Pour Sama. Ok. D'accord. Sama, je la salue. Saluons-la. Saluons-la, évidemment. Hein? C'est un petit enfant, mais tu peux la saluer. Yasser, faut Oui. qu'on se parle. On y va, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Bah, Pourquoi tu le- décides de t'attaquer comme ça à qui? à des gens comme ça? Je me suis attaqué à personne. Alors on va arrêter tout de suite. Non mais D'accord. je vois un Je tweet, suis je un- vois un tweet ce matin sur Yasser Louati, voilà. Et en fait bon, c'est pas toi qui as attaqué le premier, c'est vrai. Ah bah, on peut commencer par ça déjà. Voilà, c'est vrai. Qu'est-ce qui te prend de te prendre la tête avec Zineb? J'ai rien On dit, touche j'ai pas à rien Zineb, fait. quand même. Non, je buvais mon café tranquillement. Oui. D'accord. Et puis j'ai vu mon nom être interpellé sur Twitter. Est-ce que Elle tu dit- peux nous lire le tweet de Zineb El Razoui ce matin? Alors, s'il te plaît. Je vais lire le. Pour que les auditeurs soient témoins de ce qui se passe quand même. Voilà, parce Christophe, que tu il peux se passe peut-être des choses. tu peux peut-être expliquer aux auditeurs qui est Zineb El Razoui. Non, pas besoin. Non? Non. Je pense que tout le monde connaît. Tout le monde ici. connaît Zineb El Razoui. Alors non, en fait, Zineb El Razoui, en fait, c'est une fille. Qui travaille à... Non, en fait, c'est quelqu'un qui, comment dire, qui hurle tout le temps. Oui, voilà. D'accord. Elle a une voix de camionneuse un peu. Non, en fait, c'est plus la Castafiore dans Tintin, tu vois. Et en fait, elle hurle et elle dit n'importe quoi. Mais comme elle dit n'importe quoi sur les Arabes et les musulmans, Ça passe. bah, ça passe pour c'est la fachosphère qui retweet et la gauche aussi. Et puis elle obtient même une émission sur LCI, hein, tranquille, hein. Oui. Au calme. Et donc là, c'est la mémoire de Charb, Ouais. victime de l'islamisme armé, insulté par l'identitaire islamiste Yasser Louati. Ah donc tu es un identitaire islamiste. Ouais, puis les hashtags sont Armé. pas mal aussi. Armé. Ah oui, et le hashtag c'est hydre islamiste, extrême droite islamique. Mais j'ai une question à poser. Oui. Quand est-ce que j'ai parlé de religion, moi? Mais je sais pas. J'en ai jamais parlé de la religion. Zineb, si tu nous écoutes, tu peux nous appeler. 01 Non, mais 40 elle 33 répondra 9000. pas. On la connaît, un arabe qui dit non ou des choses qui déplaisent, c'est forcément un islamiste. Mais je n'ai jamais parlé de religion de ma vie. En public, j'en parle jamais. D'ailleurs, qui connaît ma religion? Si j'en ai une, ça regarde personne. Et si je la pratique, ça regarde encore moins de monde. Donc, là, c'est vraiment me renvoyer à une appartenance
réelle ou supposée à la religion musulmane. Donc c'est l'islamophobie. Bon. Maintenant, Oui, qu'est-ce qui va se passer? le problème c'est qu'elle écrit en arabe et elle fait des fautes. Ah oui, mais ça c'était déjà trompé vis-à-vis face à Bajrafil, je me rappelle. Il l'avait d'ailleurs recadré. Oui, mais en fait, C'est pas parce que vous pourquoi jouer paravinez l'arabophone quelques 2-3 mots en arabe que vous êtes une spécialiste. Oui, mais pourquoi jouer l'arabophone? C'est pour faire des fautes. Je veux dire, moi aussi je suis arabophone et je dois la corriger. Enfin, ça me fait de la peine. Quand on m'attaque, faut voir les niveaux quand même. Ouais. Non. Bon, Yasser, depuis la semaine dernière aussi, il y en a un qui était tombé dessus là. Bah, c'est lui qui a... Julien Oudoul. Julien Oudoul qui a humilié publiquement une mère portant un foulard devant son enfant en séance plénière du conseil régional à Dijon. C'est quelle région déjà? Bourgogne. De Bourgogne. Franche-Comté. Franche-Comté, Bourgogne. Bah, vu que j'ai invité les gens de sa circonscription à lui rendre visite, et par anticipation des violences d'extrême droite, faut rappeler que ma génération a connu le traumatisme de la mort de Brahim Bouharam, jeté à la Seine par des militants du Front National, le même parti politique auquel appartient Julien Oudoul. Il a porté plainte en disant que c'est une incitation à la violence et à la haine raciale, je ne sais quoi. Donc ça me fait déjà 4 procès. Ouais. Donc la mairie de Paris, la mairie du 20e et la mairie de Colombes. Oui, ça c'est au nom du CJL. Au nom du CJL, sauf que Oui. moi, lorsque les investigations du CJL sont publiées, je reste quand même le directeur de publication. Donc légalement, c'est moi qui suis responsable. Donc bien sûr, nos papiers sont en béton, mais on porte plainte pour fatiguer, démotiver et faire en sorte que on arrive à une ruine financière qui démotive au bout du compte. Non, mais là, Yasser, quand même, 2 personnes en une semaine, c'est quand même beaucoup. Quand même beaucoup. Je t'ai connu beaucoup plus calme auparavant. Mais le problème, c'est qu'on s'en prend à moi. Je vais pas. C'est eux qui sont énervés. Ouais. C'est eux qui sont fâchés. Ouais. C'est eux qui sont fâchés, c'est mais eux qui sont fâchés pour s'ils moi. sont fâchés après toi, c'est que tu les provoques. Non. Non, c'est pas. Non, c'est pas comme tu ça. vois. Ah, C'est voilà. pas comme ça que ça fonctionne. Au moins, il y en a Je un qui défend. cherche à comprendre. Je cherche à comprendre, C'est moi. pas comme ça que ça fonctionne. Pourquoi Julien Oudoul, pourquoi Zineb El Razoui s'en prennent à toi comme ça? Ils se sentent agressés en fait par le fait qu'on veuille se défendre. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça en fait. Ouais. En fait, je suis censé dire quoi? Ne rien dire. Et Je viens de recevoir un message de ton avocate qui dit à Yasser de se taire, de plus rien dire et de même plus faire de radio d'ailleurs, parce que ça peut nous coûter un 5e procès cette histoire. Elle en a marre, la Bon, pauvre. de toute façon, on lâche rien, hein, mon cher Yasser, et on reste droit dans nos bottes. Non, mais en fait, ce qui est, pour être plus sérieux, c'est Oui, bien vraiment sûr. Parce que là, c'était un peu de l'humour. Hein. de démontrer, Tu n'auras pas ces procès-là et ces intimidations-là et ce harcèlement montrent en fait qu'il y a en fait un matraquage qui est fait et que la liberté d'expression, en fait, c'est un privilège. C'est que on peut avoir une liberté de ton totale quand on profère des propos misogynes, racistes, islamophobes, homophobes, etc. Par contre, quand on démonte ces propos-là et on leur répond, là, tout à coup, il faut être censuré, il faut être blacklisté, il faut pas répondre. Donc là, je suis désolé. Et là, j'assume parfaitement m'être moqué de Charb en disant que c'était un ivrogne qui n'était pas un intellectuel et que le livre qu'il a écrit, on aurait dit le capitaine Haddock qui sermonne sa bouteille. Je l'assume parfaitement. On est Charlie, on n'est pas Charlie. Si on est Charlie, on peut faire de l'humour sur tout. Donc si les Charlie et les charlatans peuvent se moquer de ce que les musulmans ont de plus sacré, je peux aussi me moquer en tant que citoyen, libre de mes droits et de ma parole, me moquer de Charb en estimant que il n'a pas sa place dans le débat intellectuel. Puis surtout qu'on a plus Et grave. surtout que je en condamne ce moment, fermement hein. l'assassinat barbare qui lui a enlevé sa vie et qui a plongé dans le deuil ses proches et sa famille. Ça n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, pardon. Vous verrez tout à l'heure dans le zapping qu'en matière d'incitation à la haine, on a quand même pire du Zemmour, tiens. Là, il y a pas longtemps encore. Ouais. Il récite... Moi, j'ai l'impression, en fait, je sais pas ce que vous en pensez, avant qu'on parle du sujet du jour, j'ai l'impression que Zemmour, il se dit, bon, moi j'ai mon émission, je vous emmerde tous, je vous provoque, je vais insulter tout le monde. De toute façon, Vincent Bolloré, c'est mon pote, et il n'entend pas me dégager. J'ai une tribune et j'en profite. Et là, il crache, quoi. Tranquillement. Peut-être qu'il a au encouragé calme. aussi. Hein. Hein? Peut-être qu'aussi, en off, il a encouragé, vas-y. Peut-être. Parce que Peut-être. Non, le mais pari, là, c'est de ça faire du devient buzz. gravissime, quand même. Puis en fait, faut bien noter aussi que il y a tous ces fans qui le regardent, mais il y a aussi tous les curieux parce qu'il y a plein de gens qui vont regarder justement pour commenter derrière. Et enfin moi à un moment donné, c'est ce que j'avais écrit dans un de mes billets. À un moment donné, il faut penser aux personnes qui ouvrent leur fil d'actualité et qui voient 10 fois la tête de Zemmour. Avec le crachat qui va avec, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez de ces personnalités qui ne veulent plus aller sur CNews parce qu'il y a Zemmour? Bah, elles ont raison et je pense que on a besoin en fait qu'il y ait des personnes qui boycottent comme ça publiquement.
Ouais. Il faudrait qu'il y en ait plus, mais le mieux, ça serait que ce soit les annonceurs, que tous les annonceurs dégagent, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont partis, mais ça n'a pas suffi à faire plier. Mais ça n'a pas suffi, ouais. Et c'est là qu'il faut taper. En fait, c'est là au qu'il faut portefeuille. taper. Ouais, voilà. Au portefeuille. Et en fait, il faudrait que tous les annonceurs boycottent de manière quasi unanime pour que CNews n'ait plus les moyens, en fait. Comme ça, parce que comme ça, Zemmour ne sera plus rentable, même s'il fait de l'audience. Oui, c'est une question de rentabilité, on est d'accord. Bon, bah écoutez, très bien, c'est parfait. Khaled, Yasser et Mounia sont avec nous. Le numéro de téléphone, vous le connaissez, 01 40 33 9000 pour intervenir. Moi, j'avais envie de vous poser cette question aujourd'hui. Chili, Liban, Haïti, Équateur, Hong Kong, Algérie, Catalogne, Irak, les soulèvements populaires qui se multiplient. Craignez-vous un embrasement de la situation au niveau mondial? C'est la question que je vous pose. Vous êtes 65% à le craindre sur Facebook, France Maghreb 2, Twitter, le grand forum FM2 pour voter, bien sûr, en nous appelant au 01 40 33 9000. Et encore, la liste aurait être plus étendue. On aurait pu parler du Soudan, de l'Égypte, de d'autres pays. Est-ce qu'on peut craindre un soulèvement mondial là pour le coup, Yasser Louati? En fait, là, nous arrivons à une période charnière de la crise de ce qu'on appelle le néolibéralisme, pardon. Donc, on voit bien que on a un recul de l'État-providence à peu près partout. Donc, on remet en question même la notion que l'État doit subvenir aux besoins de ses administrés. On voit en même temps que le recul de l'État-providence fait émerger un État libéral autoritaire, ça veut dire autoritaire au service des marchés. Et donc maintenant, tout est possible. Donc c'est toujours les inégalités et la corruption qui sont décriées par les manifestants. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a un discours commun et ça n'a pas commencé hier. On l'a vu avec ce qu'on appelle les printemps arabes, qui continue aujourd'hui avec l'Irak. Plus de 150 morts quand même tués par le gouvernement irakien, celui qui est reconnu par la soi-disant communauté internationale. On voit maintenant des policiers tirés à balles réelles au Chili, ça continue à peu près partout. On a la même chose aussi au Mexique. Donc on voit bien en fait qu'on a une polarisation de plus en plus flagrante entre des États qui versent vers le fascisme, crypto-fascisme, en tout cas fascisme assumé, comme au Brésil par exemple, ou en Inde avec Narendra Modi, et en même temps on voit bien que le discours qui est tenu, c'est le marché doit avoir toutes ses libertés et l'État est ici pour les garantir, et lorsque les populations se soulèvent pour décrier les inégalités et la fuite des capitaux qui ne sont pas réinvestis dans les infrastructures, dans l'éducation, la santé, etc., ces manifestations-là sont réprimées de la plus grande violence. Donc ça peut s'embraser à tout moment, mais un embrasement ne veut pas dire nécessairement un embrasement populaire. Ça peut aussi vouloir dire qu'avec toutes les crises... Ça peut être contagieux ? Bien sûr. On a bien vu que Tunis a été une déflagration qui a embrasé toute la région du monde arabe. Ouais. Khaled. Mais qu'est-ce que c'est que cette question, Christophe? On dirait une question d'Arlette Chabot ou David Pujadas. Comment ça Est-ce qu'on craint un embrasement? Non, tu le souhaites, c'est ça? Je l'appelle de mes vœux. Ah oui? Évidemment que je l'appelle de mes vœux. Ouais. Non mais sérieusement, Khaled. Plus sérieusement, je vais céder ma place à Cheb Khaled comme je l'ai fait la dernière fois, comme il a dit lui. Ouais. Mais voilà, c'est-à-dire que j'ai un principe de base. C'est pas l'heure des c'est l'heure des grosses têtes en même temps. Qui peut peut-être choquer certains, mais moi je fais partie de ceux qui préfèrent le chaos à l'injustice. Et c'est vrai que le dénominateur commun de toutes ces révoltes du Chili, en passant par le monde arabe, qui s'arrête au monde arabe. Non, qui s'arrête pas au monde arabe parce qu'ils vont aux confins de l'Asie. Bah oui. Parce qu'il y a aussi des manifestations en Chine. Oui, puis il y a une manifestation aussi au Chili. Ouais. Chili, Équateur, Venezuela. Aussi. Ah oui, on faut pas l'oublier, Venezuela, absolument. Le dénominateur commun, c'est la justice et la justice. Enfin, la justice et la liberté. Ouais. Hein, ça me rappelle quelque chose, ça. Liberté, justice, voilà. Justice en général, justice sociale en particulier. Ouais. Dans un monde qui arrive. Je vais pas reprendre ce que dit Yasser parce qu'il l'a très très bien expliqué. Mais pour prendre juste l'exemple du pays dans lequel on vit en France, il faut savoir qu'aujourd'hui, le niveau des inégalités en France est revenu à celui qui prévalait avant 1914. Avant 1914, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les politiques néolibérales qui sont appliquées depuis bientôt 4 décennies en France n'ont pas complètement détricoté l'État-providence
qui s'est construit tout au long du XXe siècle grâce aux luttes sociales et syndicales et politiques, mais qu'on est en bonne voie. Une chose est sûre, c'est qu'effectivement, on est revenu, on n'a pas totalement détricoté cet État-providence, mais c'est le processus qui est engagé notamment par Macron et tous ses prédécesseurs. Contagion mondiale peut-être, Mounia Feliachi? Alors, en général, ce genre de soulèvement, c'est souvent contagieux. Après, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que le peuple commence à prendre conscience de ces moyens d'action. Après, le truc, c'est que la question, comme tu l'as formulée, en fait, moi je crains pas non plus. Je fais partie des personnes qui attendent un petit peu ce genre de soulèvement. C'est juste que oui, mais pour mener à quoi? Je veux dire, c'est bien beau un soulèvement, mais après la finalité, ça donne quoi? Il faut de l'organisation. Si on voit ce que ça donne en Tunisie, par exemple, c'est pas joli, quoi. Ouais, c'est pas joli. Non, excusez-moi, c'est pas joli. Le pays est dans une situation économique des plus catastrophiques. Mais attends, mais Christophe, on peut pas avoir une croissance économique à 2 chiffres après 10 ans de révolution. C'est impossible. Pas possible. Oui, mais justement, la révolution, elle a trop duré, peut-être. Non, c'est faux. Mais comment ça, c'est faux? Là, t'as un président qui ne va pas pouvoir prendre la quelconque décision puisque tu as un système parlementaire qui a été changé durant la révolution, justement. Les effets de la révolution, ça se voit qu'au long terme. Parfois, il faut plusieurs siècles pour qu'on en voit les bénéfices. Ouais. On les verra peut-être. Non, mais vous êtes des révolutionnaires, assumez-le. Moi, j'avais pas de problème avec ça. Non, mais de toute façon, la finalité après. Non, mais Christophe, de toute façon, vu comment c'est parti, de toute façon, regarde. En règle générale, ce qui a porté le discours capitaliste moderne, c'est que dans les années 80, on a fait croire que l'accumulation de richesses par les classes économiques, ou en tout cas les élites économiques, allait ruisseler vers le bas en termes d'investissement, d'impôts payés, etc. Or, on voit bien que on n'a jamais autant produit, les profits n'ont jamais été aussi démentiels, et pourtant l'argent ne revient pas. Donc c'est soit de l'argent qui est racheté pour d'autres actions, des fonds de pension, ou bien qui finit sa course dans les paradis fiscaux. Ouais. Et c'est à ce moment-là, quand on voit encore une fois des États qui tiennent un discours soit fasciste, soit fascisant, Trump aux États-Unis, Boris Johnson, Emmanuel Macron flirte avec les idées d'extrême droite, ne sanctionne pas son ministre de l'Éducation nationale qui s'en prend ouvertement aux musulmans, et avec un Zemmour qui est carrément qui en offre une plateforme ça, publique. c'est pas la faute à Macron. Non, j'y viens. Sauf que dans une ambiance comme celle-là, une atmosphère comme celle-là, lorsqu'on a une explosion des inégalités et un État qui recule et qui laisse la place à des décideurs qui agissent que pour des intérêts particularistes, on n'a que 2 solutions. Ce néolibéralisme, c'est soit le fascisme, soit la révolution. Soit le fascisme, comme on le voit aujourd'hui au Brésil, ou encore une fois en Inde, ou encore en Chine, avec les Ouïghours et les concentrations, parce qu'ils se trouvent sur une région qui est riche en minerais et qui se trouve sur la prochaine route de la soie, ou bien des populations qui s'embrasent et qui, on va faire une analogie vraiment extrêmement de bas niveau, mais qui vont vous dire le chaos au moins est impartial. Ça veut dire on a plus de chances d'avoir de la justice lorsque c'est le chaos et qu'on s'en prend à nos prédateurs que de laisser faire pendant qu'on se fait on se fait déclasser à petit feu et que nos enfants n'auront jamais autant d'opportunités que nous. Bon, Khaled, d'accord avec ça, avec cette analyse de Yasser Maki? Je suis d'accord, et j'ajouterais que l'élection de Kais Saied en Tunisie, c'est un regain, c'est un sursaut de dignité de la part du peuple tunisien. Oui. Parce que ce qui explique... Tu veux dire que c'est les Tunisiens qui ont choisi pour une fois? Oui. Non seulement, on peut dire ce qu'on veut des choix qu'ils font, mais pour la première fois, et c'est le seul pays arabe qui est en train d'écrire son histoire. Il est en train de l'écrire. Alors peut-être mal, peut-être que c'est un brouillon, on peut dire ce qu'on veut. Oui. Quoi qu'il en soit, il est en train de l'écrire. Il n'y a aucun autre peuple arabe qui se trouve dans une situation analogue. C'est autre chose. Reproche à Kais Saied, c'est de pas avoir fait de politique, de ne pas avoir de parti, de ne connaître pas grand-chose finalement au rouage de la politique. D'être hors système. Hors système aussi, voilà. D'être hors système. Mais j'ajouterais une chose, c'est que la situation économique dans laquelle se trouve la Tunisie aujourd'hui, c'est aussi le résultat d'une punition orchestrée par les institutions internationales, par l'Europe, qui avait promis d'aider la Tunisie après son soulèvement, après avoir freiné des cas de fer, vous vous en souvenez tous, en janvier 2011,
Vous vous souvenez tous de comment s'appelait la ministre des Affaires étrangères de l'époque, Michel Alliot-Marie, Michel Alliot-Marie, qui avait proposé son aide, oui, de livrer des matraques pour mater du tout gaz simplement la population, voilà, etc. Ouais. Donc il faut aussi tenir compte du contexte international et du fait que le fait que le peuple tunisien ait choisi de tracer sa route et d'écrire son histoire n'a pas été récompensé par les Occidentaux. Au contraire. Oui, mais ça, faut savoir aussi que si on comprend un petit peu comment fonctionne l'économie de marché, les investisseurs, dès qu'il y a plus de statu quo, ils sont frileux. Ah oui. Donc c'est comme ça c'est comme ça c'est une règle universelle sur l'économie de marché. Les investisseurs n'aiment pas trop que les institutions les institutions soient déstabilisées. Et d'ailleurs, je vais ajouter une ligne concernant Marine Le Pen. Marine Le Pen est revenue en odeur de sainteté dans les médias mainstream le jour où elle n'a plus remis en question l'euro et la zone euro et la construction européenne. C'est là parce que, encore une fois, les marchés, en tout cas la bourgeoisie, pour elle, l'ordre est préférable au soi-disant chaos. Donc pour eux, ils préféreront toujours le parti de l'ordre, quitte à voter pour l'extrême droite. Et l'histoire montre que, par exemple, que la bourgeoisie française a toujours été du côté de l'État, en tout cas, sous Vichy, et même avec la Commune, on sait très bien que la bourgeoisie s'est toujours ralliée à la répression des classes populaires. Aujourd'hui, pour que un discours de l'extrême droite soit normalisé, on ne remet plus en cause le dogme néolibéral, on ne remet plus en cause la construction européenne et surtout pas l'euro. Et c'est là que Marine Le Pen est revenue et maintenant elle est devenue une candidate légitime. On voit bien que les interviews qu'elle a données il y a quelques mois, on en parlait comme si c'était une femme politique normale, limite centre droit, en oubliant que c'était Marine Le Pen. Nous on l'a pas oublié quand même. Oui, nous non, mais les autres aussi. 01 40 33 9000. Est-ce que vous êtes pour le chaos comme mes trois camarades ou est-ce que vous êtes des gens un peu plus raisonnables? Vous nous appelez 01 40 33 9000 pour nous dire. Allô, bonjour, qui est avec nous? Oui, bonjour, c'est Saïd. Bonjour Saïd, vous nous appelez d'où? De Dijon. De Dijon. Alors Saïd, vous êtes raisonnable ou vous êtes pour le chaos? Franchement, je suis quelqu'un d'habitude de beaucoup plus raisonnable, mais par les temps qui courent aujourd'hui, la preuve, si vous posez la question, c'est qu'on doit se poser la question. Ah, je ne sais pas, je ne dirais pas jusqu'à être un influenceur dans les esprits. Non, mais après, moi je pense que dans votre journée du quotidien, vous devez sentir un petit peu les impressions, la température qui doit monter. Parce que là, aujourd'hui, je trouve qu'on est arrivé à vraiment à une ligne de bascule. Oui, remarquez, vous n'avez pas besoin de nous pour constater qu'effectivement la température est montée d'un cran depuis ces dernières semaines, c'est clair, en France en tout cas. Bien sûr, mais après, donc moi, je suis pas quelqu'un de violent, je prône pas la haine et la violence, mais je vais pas attendre qu'on vienne me chasser comme un lapin. Quitte à se faire tirer dessus, autant mourir avec les armes à la main. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas vraiment, non. Ça c'est de l'incitation à la violence, ça, mon cher Saïd. Ah non, du tout. Qui veut la paix prépare la guerre. Oui, bon, Yasser, je sais pas, réponds-lui, raisonne-le un peu. L'État, bonjour Saïd. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'État a toujours intérêt à ce que la contestation s'oriente et aille sur le terrain de la violence. Parce que la violence est le terrain légitime de l'État et son monopole absolu. Par contre, les mouvements, je vais pas dire bisounours, mais les mouvements qui s'organisent et qui de manière non violente sont toujours ceux qui aboutissent à faire émerger des changements structurels. Par contre, venir et dire que on est en capacité d'affronter les armes sur son terrain favori et là où il a non seulement la légitimité, mais en plus il a la justice à son service. Là, c'est vraiment tendre la perche pour se faire battre. Il faut pas espérer rencontrer l'État là où il a un monopole absolu. C'est vraiment contre-productif. D'accord. Et ça, faut l'enlever de sa tête. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui, là depuis une dizaine de jours, quand vous allumez la télé, avec tous ces pro-débatteurs un petit peu fascistes, limite, il y en a des qui se lâchent totalement en pleine télévision et qui disent que voilà, on a le droit de détester toutes les religions et en télé ils disent bon je déteste l'islam, je déteste le musulman, on fait des débats sur le voile, bientôt et puis on glisse tout doucement sur il y a peut-être trop de boucheries halal et on a bien compris Saïd. Et
en fait, au final, c'est qu'on cible une population. Et après, je suis pas si cultivé que ça, mais ça m'arrive un petit peu de regarder les politiques qui se sont produites dans les années 30. C'est exactement le même cheminement et la même théorie qui est produite aujourd'hui. Alors justement, ça revient beaucoup de la part de nos auditeurs. Je demanderai l'avis de mes camarades ici présents. Merci beaucoup en tout cas Saïd de votre appel. Mais sans armes, on peut se comporter mieux, ou alors utiliser des armes qui sont beaucoup plus nocives. Ça peut être la voie judiciaire, ça peut être la parole. Les mots sont une arme parfois. À tout de suite sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Yasser Louati qui est président du CJL, Comité Liberté pour tous. Comité Justice et Liberté pour tous, pardon. Mounia Feliachi, blogueuse, et Monsieur Khaled Simran, journaliste, avec nous ici présent. Alors, Saïd, qui intervenait il y a quelques instants dans notre standard, illustre un petit peu l'ambiance générale qu'on peut ressentir aussi. Yasser, Mounia et Khaled, c'est les gens se sentent vraiment agressés jusque chez eux quand ils voient les débats. Encore hier soir sur BFM TV, on avait tout le casting adéquat pour passer une mauvaise soirée. Enfin, quoi qu'il en soit, les gens se sentent agressés jusque chez eux, et on peut avoir ce type de réaction à l'image de Saïd, qui est, je pense en tout cas, et je l'espère, une réaction de colère, mais qui ne se traduira pas dans les faits. Je l'espère en tous les cas, parce que la violence n'a jamais engendré quoi que ce soit, si ce n'est le refuge des incompétents. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a d'autres manières de réagir aujourd'hui. Et j'ai l'impression que cette communauté... Présentez-vous physiquement devant les bureaux de LCI. Ouais, par exemple. Interpellez-les, vous dire de manière non violente, vous occupez le bâtiment d'LCI. Et vous exigez à parler faut que ça soit coordonné, Yasser. Oui, c'est pour ça que je veux dire, une action doit à la base être coordonnée, sinon c'est pas une action qui aura des répercussions sur le long terme. Par contre, oui, rien n'empêche des collectifs de s'organiser et d'aller physiquement, pas à la confrontation violente ou à casser les bureaux de LCI, mais à exiger de parler à la direction qui littéralement est en train de faire son buzz sur la mise en danger d'autrui. Ouais. Khaled, t'en penses quoi, toi, de toute cette réaction en chaîne de gens qui se sentent effectivement agressés jusque chez eux, en regardant la télé, en écoutant la radio? Pas France Maghreb 2, je l'espère. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que vous avez eu raison l'un et l'autre d'intervenir comme vous l'avez fait, mais j'ai quand même l'impression que vous avez un petit peu extrapolé, dans la mesure où Saïd, ce que disait Saïd, c'est que justement, il exprimait le fait qu'il se sentait agressé et qu'il anticipait la perspective qu'un jour on puisse venir le chercher chez lui, parce que c'est vrai que là on est monté d'un cran au cours de ces dernières semaines dans la construction d'un État possiblement néofasciste, et que ce que Saïd a exprimé, c'est tout simplement la peur. Ouais. Mais la peur ne doit pas nous faire réagir aussi. Effectivement, tu viens me chercher chez moi, on est dans un pays de droit, je me défends, quoi. Oui, mais l'État viendra chercher. Non, mais l'État viendra toujours chercher ceux qui sont les plus vulnérables. Les plus vulnérables, évidemment. On a bien vu ce que ça a donné, des assignations. Et donc on pose la question. Les perquisitions pendant l'état d'urgence. Exactement. Et on pose la question de l'organisation en faillite. Voilà. Oui, mais le problème c'est que là, on pointe du doigt ce qui s'est passé sous l'état d'urgence. Moi, je me rappelle encore, il y avait des mosquées qui m'ont même reproché à moi d'avoir un discours radical sur les perquisitions et les assignations à résidence. Donc on voit bien qu'à un moment, c'est que beaucoup, malheureusement, dans les populations, en tout cas chez les représentants des populations marginalisées, eux pensent qu'en ne disant rien, ils seront épargnés. Mais t'es le prochain, mon ami. Oui. C'est pas une question de est-ce qu'on va le faire, ce sera quand. Et donc, parce qu'ils se sont tus sur la mosquée d'un tel ou d'un tel quartier, et ils ont été les prochains parce que, sur un simple coup de fil, une dénonciation calomnieuse, ouais. La police débarque, on accuse de radicalisation. Bonne chance pour déconstruire l'accusation, parce qu'elle sera virale aussi bien dans la presse mainstream que dans les réseaux sociaux. Et après, c'est fini. Le discours est à sens unique, on peut plus rien faire. Mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que quand même, il y a quand même un problème grave. On a quand même, je rappelle, des attentats sur ce sol ici en France en 2015, et pas des petits attentats.
Ouais, sauf Alors- que personne excuse-moi, les Non, mais attentats d'accord, sont dus. Non, les attentats sont dus à une incompétence des services de renseignement, personne n'a été viré ou limogé. Donc faire payer aux musulmans l'incompétence J'ai des pas dit services de ça. renseignement. J'ai dit qu'il ça, faut quand même agir en amont quand même. Oui. S'il y a des gens qui sont suspectés comme étant radicales, eh ben qu'on les arrête et qu'on les mette en état de ne pas les pouvoir mosquées, nuire. de toute façon. Je ne parle pas des mosquées, je parle des individus. les Tu n'es pas sans savoir les services que de des gens- renseignement sont tous d'accord pour dire que les mosquées font le travail de dénonciation, quoi. Et même des fois, Et s'il y a des mosquées qui le font pas, ils les ferment, beaucoup d'imams s'en servent même pour des dénonciations abusives Ouais. à des fins de lutte de pouvoir. Tu te tais ou je te balance. Par contre, tout le monde sait que la radicalisation, en tout cas d'une, elle n'est pas définie. De deux, si elle a lieu, c'est pas dans les Mais elle mosquées mais à existe. l'extérieur. Bien sûr, elle Et existe. puis il y a une autre question quand même sur les attentats. Personne ne questionne les choix géopolitiques des dirigeants, quoi. Parce que si on se retrouve à avoir des personnes radicalisées qui sont souvent entraînées en Syrie et qui reviennent en France, faut se poser la question de comment ça se passe, quoi. Pourquoi, d'où ça vient? En fait, le problème, c'est qu'avec toute cette agitation, personne ne s'est posé la question. Et là, en fait, on est en train de faire on est en train de monter un attirail ultra sécuritaire qui est déjà inefficace parce que ça a été prouvé que c'est inefficace et en plus qui est dangereux. Parce que là, j'ai sous les yeux quelqu'un qui a interpellé son député La République En Marche sur Facebook et il est la cible d'une plainte déposée par un préfet. Est-ce que c'est normal que un préfet porte plainte contre un citoyen lambda parce qu'il a interpellé son député sur Facebook? Ça dépend de quelle manière il l'a fait aussi. Bah, il l'a fait poliment sur la question de l'islamophobie. Il lui a demandé des comptes sur un positionnement parce que voilà, on a vu aussi Aurélien Taché qui est un député que je trouve plutôt courageux sur la question de l'islamophobie, qui s'est fait mais Il s'est fait engueuler. voilà, comme un bébé. Ouais. Enfin, moi j'ai cru qu'il allait lui demander son carnet de correspondance parce que c'est Limite, il lui a Oui, présenté les convoquer, excuses. des excuses, etc. Ouais, ouais, mais c'est oui, ça. convoqué, il lui a forcé à faire Mais- des excuses et La radicalisation, on peut pas la nier quand même. Elle mais existe. bien sûr. On se met On en a d'accord. vu Non, des, non, 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 on en a faut vu, débat. Yasser, Non, non, pardon, arrête, j'en ai on va vu arrêter. moi, Non, des non, tarés. Des tarés, il y en a Oui, partout. oui, oui, d'accord, mais il y en a. Alors, écoute, j'ai suffisamment écrit sur le sujet. On va voir. Pour commencer, le terme de radicalisation n'a jamais été défini. Je reprends ce que le Sénat a appris dans son rapport, le rapport Bockel, où il dit le terme de radicalisation est une notion ambiguë adoptée sous la pression des événements. Fin de citation. Donc déjà, c'est pas défini. On l'applique lorsque des personnes de confession musulmane ou se disant comme telles adoptent un discours certes radical voire violent, Ouais. d'accord, Ouais. mais n'est jamais appliqué lorsque des suprémacistes d'extrême droite ou des suprémacistes blancs s'organisent pour commettre des attentats contre des musulmans, lorsqu'ils vont s'entraîner en Ukraine avec les forces pro-russes, etc. On n'applique pas la radicalisation lorsque l'armée israélienne embauche des jeunes Français et les emmène commettre des crimes de guerre dans les territoires palestiniens occupés. Donc il y a un moment, le poids politique de ce terme est extrêmement important. Donc Mais maintenant, radicaliser ne veut pas dire prendre les ayant- armes non plus, hein. non, mais- On peut se mais on radicaliser s'en dans sert sa que- manière de non, mais penser. radicaliser est employé que contre des personnes, en tout cas identifiées comme appartenant ou pratiquant la religion musulmane. Oui. Je reprends par exemple Oui. Frédéric Loez, Oui. qui est le directeur de cabinet du préfet d'Eure-et-Loire, où il vous dit on a ciblé délibérément les personnes qui étaient visiblement pratiquantes. Lorsqu'on a Christophe Castaner qui vous dit il faut dénoncer les personnes qui sont ostensiblement musulmanes pratiquantes, lorsqu'on a Jean-Michel Blanquer qui justifie qu'on dénonce des enfants pour radicalisation, parce que soi-disant les garçons musulmans ne veulent pas tenir la main des filles parce qu'ils sont radicalisés et donc c'est à cause de leurs parents. Là, on est littéralement en train de faire exactement ce qu'on a fait à d'autres populations avant de les exterminer. Ça veut dire que même les enfants ne trouvent pas grâce. Donc en quoi ce terme de radicalisation a-t-il une signification légitime? C'est un outil fourre-tout qui sert justement à diaboliser encore plus les musulmans et à les exposer à de très grands dangers. Question. Aussi bien la violence de l'État que la violence de groupes qui s'organisent aujourd'hui avec des relais dans la police et la gendarmerie. Question, monsieur Louati, parce que c'est bien beau de dire tout ça. Moi, les constats, on les fait tous. Il n'y a pas de souci. Mais quelle est la solution? Quand on est un pays qui s'appelle la France, qui a été la cible d'attentats en 2015, et à plusieurs reprises, visiblement en croire le ministre de l'Intérieur, on a déjoué pas moins de 60 attentats en un temps record. On a déjoué un avion type en septembre. Oui, voilà. Ils Non, ont mais- aussi déjoué un ovni d'accord. qui est arrivé sur Paris. Oui. Arrêtez Bon, un peu. Yasser Louati, comment on fait pour se protéger mais quand il y a on une- est un il y a- État qui s'appelle la France? Il y a des solutions. Oui, alors Il y a- moi j'ai envie d'avoir des solutions. Bah alors déjà faut un renseignement ciblé, donc faut pas surveiller tout le monde déjà. Ça marche pas. Et après
Et après, faut se poser les questions, d'où est-ce que ça vient? Il faut investir dans de la recherche. Il y a que ça qui fonctionne. Il y a que des choses sur mettre à contribution les chercheurs. Non, il y a deux choses, Christophe. Oui. Deux choses. Comme disait à l'instant Mounia, les choix géopolitiques de la France n'ont jamais été remis en question. Oui, il faut les remettre en question, ça aussi. On s'imagine que les attentats qui ont eu lieu en France, enfin moi je me rappelle, je cherchais mon frère en novembre 2004. Je savais pas où il était parce qu'il partait au stade régulièrement. J'ai une amie, sa mère a perdu une amie. Donc on a tous quelqu'un au moins qui connaît quelqu'un qui a été affecté. Absolument. Donc maintenant, lorsque les assaillants du Bataclan disaient tout ça c'est pour ce que vous faites à la Syrie, il y a un moment faut se poser une question, oui, le lien de corrélation entre la politique étrangère française et les bombes que nous recevons ici aujourd'hui. Et c'est ça c'est un peu excusé. Non, c'est une explication. On va pas faire du valse, oui, expliquer c'est justifié. Non, il y a un moment, nous sommes des gens rationnels, d'accord? Les terroristes sont tout sauf fous. Ouais. D'accord. Et leurs actions sont parfaitement réfléchies. Donc, pour commencer, on a des choix géopolitiques de la France qui sont injustifiables et inexcusables. Deuxièmement, on n'a jamais fait le lien entre les bombes qu'on exporte à l'étranger et les attentats qu'on reçoit. Pour citer encore une fois François Burga, l'époque où on pouvait bombarder un pays au bout du monde et dormir tranquille, c'est fini. Vous occupez un pays, le lendemain, il y a un relais ici en France. Le troisième point, c'est que il y a eu destruction du maillage territorial, ce qu'on appelle les renseignements généraux, sous Sarkozy. Il faut lire quand même la question du retrait de moyens aux renseignements généraux. Pourtant, Dieu sait que je ne suis pas de leur côté. Je suis contre la surveillance de masse, mais elles avaient une utilité comme disait Mounia à l'instant, de renseignement ciblé. Or, ce renseignement ciblé a été démonté. Il y a eu des guerres de clans sous Sarkozy pour la reprise ou la mise sous tutelle des renseignements. On a voulu tout centraliser, ça n'a pas marché. Maintenant, si aujourd'hui, on a 40 ans de faillite face au terrorisme international qui sont liés à deux choses, pour simplifier, une politique étrangère désastreuse qui s'est accélérée avec la mise sous tutelle de la politique étrangère française aux intérêts américains. Deuxièmement, une catastrophe au niveau du renseignement intérieur. Donc, ce ne sont pas les musulmans qui doivent payer la facture des incompétences au sommet de l'État. Mais ça, on est tous d'accord. Mais après, effectivement, de dire... il faut essayer de comprendre et de chercher, Khaled, les explications autour des choix en matière de politique étrangère de la France. Ça me paraît un peu simpliste dans le sens où... Non. Attendez, laissez-moi finir. Ça me paraît un peu simpliste dans le sens où effectivement, nous, on est tous autour de cette table absolument pas d'accord avec le choix X ou Y de la France par rapport à un pays étranger. C'est pas pour autant qu'on va aller prendre les armes, les gars. Non, Christophe, c'est pas simpliste. Et en plus, en utilisant une religion, en plus, qui plus est. C'est pas simpliste, c'est simple. Ok. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un effet de corrélation qui est quand même très simple et très, rapproché dans le temps. Création de l'État islamique en juin 2014. Je me souviens plus de la date exactement, mais dans les semaines qui ont suivi la proclamation de l'État islamique par Abou Bakr al-Baghdadi, François Hollande, président de la République française, déclare la guerre à Daesh, déclare la guerre à l'ISIS. En octobre de cette même année, la France réunit une coalition de pays occidentaux, et pas que occidentaux, pour aller bombarder Daesh. Quelques mois plus tard, ou un mois plus tard, parce que ça se passe en octobre 2015. C'est ça. Ouais, un mois plus tard, un mois plus tard, le 13 novembre, on fait péter des bombes à Paris. Donc c'est pas une explication simpliste, une explication simple. Il y a un rapport de cause à effet. Cette réunion, elle n'a pas eu lieu à Berlin, à Vienne, à Londres ou à Bruxelles, elle a eu lieu à Paris. Donc la déclaration de François Hollande... Il fallait laisser Daesh se multiplier, s'installer tranquillement, c'est ça? Non, peut-être que cyniquement, il fallait laisser Angela Merkel prendre l'initiative. J'en sais rien. En tout cas, Angela Merkel n'a pas pris cette initiative. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir et qui ont été évoquées par Mounia et Yasser, c'est que avant de réfléchir à une solution pour endiguer ou prévenir de nouveaux attentats, il faut tout simplement enrayer cette machine à fabriquer les terroristes. Et c'est quoi la machine à fabriquer les terroristes? La machine à fabriquer les terroristes, on peut en discuter longtemps. Oui, c'est quoi? Les interventions occidentales et le soutien aux dictatures. Il y a ça, mais il y a aussi tout simplement ce qui se passe en France. Oui, la situation c'est-à-dire sociale. La stigmatisation, la situation sociale, le racisme, l'apartheid. Et là, je reprends la terminologie d'un premier ministre, Manuel Valls. Et il faut enrayer la machine à fabriquer. Ça suffira à éradiquer, j'ai envie de dire, le terrorisme? On ne sait pas si ça suffira, mais en tout cas, encore une fois, je répète, je reformule la phrase. Oui. Elle est très simple.
il faut arrêter de fabriquer, il faut arrêter ce processus qui fabrique en masse des gens susceptibles d'aller, rejoindre les rangs de telle et telle guérilla en Syrie, en Afghanistan ou ailleurs. Je renvoie les auditeurs à un papier que j'avais écrit comme ça remonte, je crois que c'était en 2016, qui s'appelle l'alliance objective entre terrorisme et islamophobie. Ouais. À l'époque, Daesh avait publié un papier sur son magazine en ligne Daber qui avait été repris par Wikileaks. Et Daesh, dans une froideur diabolique, dit que les attentats ont deux objectifs. Faire couler le sang dans les pays occidentaux et obliger les musulmans qui résident dans ces pays soit à s'allier aux infidèles en vivant avec eux, soit à rejoindre les rangs de Daesh. Et donc là, lorsque l'État, dans sa soi-disant politique antiterroriste, se met à cibler non pas les suspects d'appartenance à des groupes terroristes, ou en tout cas qui justifient leur idéologie, mais les musulmans dans leur ensemble, il est en train de faire le jeu de Daesh. Pourquoi ? Parce que lorsque vous voyez l'état d'urgence, c'est 5000 perquisitions et moins de 1% qui ont abouti à une enquête antiterroriste, et que l'état d'urgence a été un système de répression profondément islamophobe, les deux gagnants ont été l'extrême droite et laïcard à gauche, à droite, plus Daesh de l'autre côté. Donc ça veut dire que cette et même je vais même reprendre le rapport Junot du renseignement intérieur, où il dit explicitement que la stratégie de la France adoptée par la stigmatisation des différentes communautés est un échec total. On continue, janvier 2016, on a le renseignement encore une fois qui dit le tout répressif ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas, justement, les vrais terroristes, lorsqu'ils voient de la répression, ils vont se cacher encore plus. Par contre, quand vous stigmatisez, quand vous harcelez, quand vous assignez à résidence, quand vous faites de populations civiles musulmanes l'ennemi intérieur, que vous les exposez à des violences, que vous perquisitionnez leur domicile, vous interdisez les écoles, le travail, les plateaux de télévision, vous servez qui ? Vous servez Daesh qui leur disait, vous voyez, ces gens-là ne veulent pas de vous. Et donc, il suffit pas un seul suffit. Deux suffit. Je veux dire, on parle pas d'une montagne, une armée qui monte. Il suffit que 5 ou 6 soient séduits par ce discours-là pour des raisons X ou Y. Et en plus, le renseignement britannique, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait que ceux qui ont été interceptés à la frontière turque ne connaissaient rien à la religion musulmane. Il y en avait même qui avaient été arrêtés avec l'islam pour les nuls. Donc en fait, les motivations ne sont même pas religieuses. Yasser. J'aurais juste cité une étude du centre de la fondation Jimmy Carter, qui a passé en revue 700 djihadistes qui sont allés rejoindre les rangs de Daesh. Les déterminations d'ordre religieux interviennent dans 5% des cas. 5% des cas. C'est quand même un chiffre extrêmement important à retenir. Ça veut dire que 95% des autres raisons qui sont invoquées ou convoquées par ces jeunes djihadistes sont d'ordre social, politique, économique, voire psychiatrique dans certains cas. Donc moi je voulais rajouter, en fait, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, c'est que c'est pas du tout un mode de vie qu'ils attaquent. Parce qu'à chaque fois on nous sort le truc de Daesh nous tue parce que on boit des verres en terrasse, mais c'est pas ça du tout en fait. Ce truc-là, cette propagande du mode de vie, déjà c'est d'une part c'est complètement dépolitisant. Donc ça détourne de la question centrale des choix géopolitiques, mais aussi de la question sociale, parce que la radicalisation, elle a aussi, ce qu'on appelle radicalisation, elle a aussi des origines sociales, et ça on veut pas en parler parce que Monsieur Valls a estimé que c'était des excuses et pas des explications. Enfin, expliquer, c'est déjà un peu excuser, c'est ce qu'il avait dit. Mais voilà, en fait, cette propagande de nous faire croire que le terrorisme, ça vient des musulmans qui aiment pas que des gens boivent des bières en terrasse. Ça, c'est en fait, c'est un espèce de mythe déjà qui renforce le sentiment islamophobe. Et en plus, qui dépolitise complètement la question du terrorisme. Et ça, c'est super grave. Surtout quand on sait que 97% des victimes de Daesh sont des musulmans. Oui, voilà, on est d'accord. C'est ça. Les premières victimes de Daesh sont musulmanes. Ouais. Farid est avec nous. Bonjour Farid. Oui, bonjour. Moi, c'est pas pour intervenir pour l'émission. Je veux juste faire une petite réclamation par rapport à la rediffusion le soir. Ah, qu'est-ce qui se passe?
C'est une émission qui passe, ça fait 3 semaines, qui passe tous les jours, là. Ah ouais? Ouais, je suis quelqu'un qui travaille la nuit. Je vous écoute tous les jours, et c'est pas bon. D'accord, ok, on signale ça. Merci mon Farid. Merci. Bonne journée. À bientôt. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler, intervenir. On en est arrivé à parler du radicalisme parce que c'est vrai qu'on en parle partout et c'est vrai que chacun y va de sa petite méthode, de sa petite explication. Quoi qu'il en soit, il faut pas le nier, ça existe bel et bien. Il y a des individus qui se radicalisent. Alors radicalise, ça veut tout et rien dire. Il y en a qui se radicalisent dans le sens où ils vont rejoindre un pays. Ils savent même pas d'ailleurs où se situe ce pays sur la carte pour la plupart d'entre eux, ni pourquoi ils y vont, ni même le nom du président qui est censé être le président de ce pays. Ils y vont parce qu'ils se sont fait entraîner, engrainer par internet. Mais j'ai envie de vous dire, moi, excusez-moi, Yasser, le constat que tu fais sur effectivement toute cette focalisation qui est faite autour et envers les musulmans. Mais est-ce que c'est pas de la faute des musulmans au bout d'un moment, quand on se fait taper dessus, qu'il y a personne qui est là pour accompagner, pour être solidaire, pour être peser une force, pour aller défendre le copain lorsqu'il est embêté. Je veux dire, aujourd'hui, critiquer l'islam, critiquer les musulmans ne comporte aucun risque. C'est un fait, Yasser. Je suis désolé. C'est la vérité. C'est un investissement à haut rendement et à très peu de risques. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va faire en sorte que cela change aujourd'hui? Pour l'aspect politico-médiatique, qui a décidé pour masquer, on a tous compris, on n'est pas dupes, on a tous compris que pour masquer une situation économique, sociale catastrophique dans ce pays qui s'appelle la France, on a décidé de prendre un bouc émissaire qui s'appelle les musulmans, parce qu'on a décidé, on a compris très vite que les musulmans n'étaient pas solidaires entre eux, que les musulmans, ils étaient, c'était les premiers ennemis des musulmans sont les musulmans eux-mêmes, donc ils ont compris tout ça. En fait, je veux dire, il y a deux choses. En fait, je me garderai de dire les musulmans en général, parce que cet été, pour ceux qui sont pas au courant, j'avais publié, me concernant pour les différents procès que j'avais eu sur le dos de la part de la mairie du 20e, mairie de Paris et Colombes, c'est que je commençais à dire, écoutez, moi les investigations commencent à peser et je vais pas mettre en faillite le CJL alors que personne ne soutient. Or, il faut pas confondre ceux qui se sont accaparés la notion d'élite musulmane, la représentativité, ou en tout cas les organisations représentatives, qui soient à titre individuel ou vers les organisations, et les musulmans dans leur ensemble. Pourquoi? Parce que le soutien que j'ai obtenu est venu de la masse de personnes qui n'avaient aucune visibilité, qui ont demandé, Yasser, on espère vraiment que vous n'allez pas arrêter votre travail parce qu'il nous est vraiment utile. Maintenant, ça ouvre une deuxième question. La question de l'organisation de ce qu'on appelle l'islam de France. Comment se fait-il qu'un groupe terroriste perché dans son désert de je ne sais où a été capable de développer un discours pour les musulmans qui vivent aussi bien en Grande-Bretagne qu'en France ou ailleurs, alors que les organisations dites représentatives de l'islam de France n'ont pas été capables d'élaborer un contre-discours et de détruire sur des bases factuelles l'idéologie et la propagande de Daesh. Ça montre bien qu'il y avait déjà une faillite intellectuelle des institutions représentatives de ce qu'on appelle l'islam de France. Mais deuxièmement, là où l'État français est responsable, c'est qu'en empêchant l'autonomie lorsqu'il parle d'organisation de l'islam de France, il empêche la maturation politique de ces organisations et donc d'avoir un contre-discours qui puisse mettre en échec cette idéologie. Dans un instant, pour Sama, c'est Khaled Semohan, c'est son avis tranché qui va nous livrer dans un instant aussi le zapping. Et il y a un beau casting dans le zapping, Éric Zemmour, Bernard-Henri Lévy, on va en prendre tous pour notre grade. Restez bien avec nous, les infos zappées aussi, et on se demandera s'il est important et nécessaire de se mobiliser à l'appel de ce rassemblement du 27 octobre, de plusieurs rassemblements, dont un à Paris, place de la Nation. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Monia Feliachi, blogueuse, Yasser Louati, président du CJL, et Khaled Semohan, journaliste, avec nous aujourd'hui. Et Samir nous attend au téléphone. Salut Samir. Ouais, bonjour. Bonjour Samir. Vous allez bien? Bah écoute, moi je vais bien, mes camarades aussi. Ça fait un petit moment que j'ai pas pu vous écouter, mais vraiment c'est toujours un plaisir de vous écouter et en tout cas des personnes de qualité qui interviennent sur votre radio, notamment Yasser Louati, dont je suis d'accord avec le message et sur tout ce qui est dimension politique, géopolitique, énergétique, tout ça de Daesh et de l'émergence de Daesh, on est tous d'accord. Mais je pense que, et c'est là où peut-être que tu t'essayes d'avoir des réponses, Christophe, c'est aussi de s'interroger sur nous-mêmes, et même sur la dimension religieuse, parce qu'on peut pas occulter aussi la dimension religieuse. Et la dimension religieuse... Ah oui, tout à fait.
Dans toute religion, il y a des extrémistes. On le sait. Je veux dire, les évangéliques, Bush, quand il est parti le 11 septembre, il est parti parce que il y a un article de Libération de 2001. Il se pensait il se voyait en tout cas en prophète avec une mission civilisatrice où il allait avec la dimension évangélique apporter la démocratie au Proche-Orient. Donc pareil, en Israël, il y a une dimension religieuse. Et cette dimension religieuse, nous-mêmes, je veux dire, dans notre comportement du quotidien, il faut se questionner. Moi, quand je sors de la mosquée, je suis pas très pratiquant, mais quand il m'arrive d'aller à la mosquée et que je vois une mendiante et que je lui prends la main, parce que voilà, et que j'ai un frère qui vient et qui me dit mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu lui prends la main, et qui intervient. Là, je me dis qu'il y a quand même. Excuse-moi. Non, mais je vous assure que ça peut paraître anecdotique. Franchement, t'es pas le seul à me dire ça. Tu rigoles, Yasser. Non, franchement, je suis triste pour toi. Vraiment, parce que t'es pas le seul. C'était pas le seul, malheureusement. Ça peut paraître anecdotique, mais autant des fois, on parle en toute transparence. On est à la radio dans le cadre de, voilà, on est entre nous, mais on parle de beauf, hein, dans la société. Mais je vous le dis, il y a aussi des cassos chez nous. Hein. Il y en a un grand nombre. Non, mais c'est vrai. Qu'il faut éduquer, malheureusement, et dont il faut apprendre. Je pense que le bon sens est. Ouais, mais bon, je voulais revenir en fait sur Zemmour, parce que Zemmour, il est pas là pour rien, et on le sait. Et le directeur des programmes, c'est-à-dire qu'on avait une chaîne avant, on diabolisait BFM, et puis il y avait iTélé, la petite sœur, qui était une chaîne neutre, qui d'un coup en 2016, parce que racheté, parce que son directeur Maxime Saada, un Tunisien. Qui a nommé directeur des programmes Serge Nadiar, donc voilà, qui nomme Zemmour, donc dans le groupe de Bolloré, et avec un Zemmour pyromane et un Hanouna sur C8 qui lui joue aux pompiers parce qu'il fait partie du même groupe, et donc on a en fait ce jeu de dupes où d'un côté on a le feu sur ces news, et ensuite dans l'émission d'Hanouna, là je parle au point de vue médiatique, hein, le pompier Hanouna qui vient et qui me caresse dans le sens du poil et qui donne la parole à des personnes de confession religieuse, c'est très bien des femmes voilées, tout ça, donc et tout ça en fait alimente une sorte de thèse antithèse, et nous on tombe dans le piège de prendre le parti d'un tel ou c'est un peu comme BHL, mais c'est une ambulance BHL. Il n'est plus crédible depuis, je veux dire, des années. On le met face à Zemmour. Mais, je veux dire, c'est une mascarade, c'est un spectacle. Pareil, on nous met Marek Alter, une figure des années 80. Faut estimer les liens financiers. Je veux dire, quelqu'un qui et on nous met après Pupponi, le petit élève de Valls, et on nous fait penser que ils sont, ou même Sifawi, et on nous fait penser qu'il y a un débat contradictoire. Moi, si j'ai envie d'un débat contradictoire, je mets devant Zemmour, Yasser Louati. Je mets devant Zemmour des personnes. Je veux dire, Yasser, tu vas? En fait, c'est ça de mon appel, Christophe. Non, attends, Samir, bouge pas. Tu y vas face à Zemmour, Yasser? Sur CNews? Oui, bah oui. Non. Pourquoi? Pas sur CNews. Parce que ça serait légitimer sa présence sur CNews. Ouais, mais par contre, sur un autre. Non, laisse-moi finir. Avec lui. Non, mais d'abord, je suis pas là pour me donner un spectacle, d'accord? Deuxièmement, c'est que si c'est sur une autre plateforme, c'est quand il veut, où il veut. Mais légitimer. Ici, tu débats avec lui. Je ne légitimerai jamais les choix de Nedjar par ma présence. Ouais. Pardon, excuse-moi, tu peux continuer. Non, et Yasser Louati, mais Zemmour, c'est parce qu'il faut être aussi, et c'est pour ça que c'est Sarah, celle qui était voilée, qui est apparue. Sarah Elatar. Mais elle a eu des tweets sur les réseaux sociaux, qu'on atteint à peu près les 100 000 likes, du jamais vu. Je veux dire, c'est digne d'un président. Je veux dire, les gens étaient. Ouais, elle était en top tweet lundi soir. Voilà. Et moi, l'idée, en fait, c'est de me dire que, voilà, si c'est vraiment l'objet de mon appel. C'est que d'un côté, on a des fachos qui poussent, et on a des petits comptes sur Twitter avec des jolies blondes, des jolies qui vont dans les fake news, hein, qui racontent des anecdotes. Vous savez que voilà, et de l'autre, en fait, on a les Français de confession musulmane qui essayent de se défendre, qui sont sur la défensive par rapport à toutes ces attaques. Donc, on a un 10% de fachos d'un côté, un 10% de Français musulmans, on va dire, qui essayent de finalement d'esquiver toutes ces attaques. Et moi, comment dire, là où je suis observateur, c'est en fait tous ces Français qui sont modérés et qui regardent tous ces débats et qui n'ont pas forcément un avis et qui peuvent, je pense, aussi basculer d'un côté comme d'un autre. Et en fait, l'idée, c'est comme dans une classe, hein, avec les cancres et avec les très bons élèves. Il y a une dynamique, et cette dynamique, elle peut, je le sens, tout est fébrile en fait, tout est sur un fil. Et les Français dits modérés, ceux qui votent Macron, ceux qui votent Mélenchon, ceux qui votent même Fillon, tous ces Français-là observent tout ça, mais ils n'arrivent pas à se positionner. Et ils pourraient, je pense, demain, pour beaucoup d'entre eux, soit se positionner du côté de Zemmour, ou soit se positionner du côté de
du discours républicain. Le débat public est truqué. C'est-à-dire, c'est un boulevard à sens unique. Donc, Ouais. il y a une seule idéologie dominante, et la soi-disant contradiction n'est juste qu'en fait que sa nuance. Ce n'est même pas de la contradiction, c'est juste pour vous dire, comme tu as montré tout à l'heure, face à Zemmour, on met le Pupponi, tu vois. Voilà, bon, c'est la blague du siècle. Merci Samir, en tout cas pour ton merci à appel. vous, en tout cas. À très bientôt mon Samir. Je reviens quand tu veux, À bientôt. évidemment. Bon, allez, on enchaîne maintenant. On va passer à notre ami Khaled qui a promis de m'énerver. Donc on va voir ce que ça va donner. Jingle à vie tranché. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Le titre de ta chronique, Khaled Simohan, c'est Pour Sama. Pour Sama. Donc cette semaine, en fait, je voudrais vous parler d'un film qui est en salle et que je vous invite à aller voir rapidement avant qu'il ne soit déprogrammé. Ça s'appelle Pour Sama. C'est un documentaire fabriqué à partir de plusieurs centaines d'heures de rush accumulées depuis le début de la révolution syrienne jusqu'aux heures les plus sombres qui ont conduit à la chute d'Alep. Pour résumer rapidement, Wahed est une jeune étudiante à l'Épine qui prend part dès 2011 aux manifestations contre le régime dans l'enceinte et à l'extérieur de l'université. Elle filme la révolution, l'espoir et l'enthousiasme d'un peuple qui relève la tête en quête de dignité et de liberté. Elle filme aussi son ami Hamza, un jeune docteur qui choisira plus tard de rester à Alep pour monter un hôpital de campagne. Elle en tombe amoureuse, l'épouse et lui donne 2 filles, dont l'aînée s'appelle justement Sama. Ce film lui est dédié, il vise à lui expliquer pourquoi ses parents ont choisi de rester dans cette partie d'Alep contrôlée par la rébellion, en dépit de la violence quotidienne d'une ville en état de siège. Wahed filme les flaques de sang, les larmes, les cris des parents venus récupérer les corps de leurs enfants, enfin bref, la guerre. Je veux m'arrêter sur un détail particulièrement choquant. On apprend dans ce film que sur les 9 hôpitaux que comptait Alep-Est, 8 ont été détruits par les avions de chasse russes. Celui de Hamza est le dernier à avoir été touché. Pourquoi ? Car Hamza avait refusé de communiquer les coordonnées GPS aux Nations Unies comme elles lui avaient été réclamées. Le sous-secrétaire aux affaires humanitaires de l'ONU était chargé de les recueillir, et de les transmettre à l'état-major russe. Ces coordonnées donc étaient transmises pour empêcher des frappes collatérales. L'aviation russe a en réalité cyniquement utilisé ces coordonnées GPS pour viser délibérément ces hôpitaux. Quand on n'a plus accès à un centre de soins ou à un hôpital, on fait ses bagages et on part. L'armée russe n'a fait qu'appliquer un des fondements de la stratégie contre-insurrectionnelle, vider l'eau du bocal pour étouffer le poisson. Revenons à Wahed. Elle rêve de devenir journaliste et la révolution qui s'est muée en guerre contre les civils lui donnera l'occasion de faire ses premières armes et d'entamer une collaboration avec la chaîne britannique Channel 4. Les images de ces reportages ont été vues 1,5 milliard de fois. Oui, vous avez bien entendu, 1,5 milliard de fois. Alors j'ai déjà eu l'occasion de le dire à cette antenne, quand un journaliste dénonce une injustice, c'est dans l'objectif, assumé ou non, d'y mettre fin. A fortiori, dans un contexte de guerre où Wahed risque sa vie, celle de sa famille et celle de tous ceux qu'elle filme, on peut mesurer la déception qui a dû être la sienne devant l'indifférence du monde face à la tragédie. Alors comment expliquer une telle indifférence ? Pire que ça, comment se fait-il que des gens a priori bien sous tout rapport sont allés jusqu'à soutenir ouvertement l'intervention militaire russe ? La réponse est à chercher dans l'autre guerre, l'autre offensive lancée par le régime syrien qui a compris dès les événements de Daraa, donc en mars 2011, qu'il ne pourrait pas rééditer dans le même huis clos le massacre perpétré par son père et son oncle à Hama en 1982. Les téléphones portables, Internet et les téléphones satellites rendaient compte chaque jour de la réalité vécue par les habitants, y compris ceux qui vivaient dans les bourgades les plus reculées du pays. Alors le régime a réussi, grâce à une formidable machine de propagande largement relayée et amplifiée par les médias russes et le FSB, à retourner l'opinion internationale en sa faveur. Pour ce qui est de la France et de l'Occident de manière générale, je reprendrai les mots de la chercheuse Marie Pelletier. Je cite: « Assad a eu l'intelligence politique d'appuyer sur 2 boutons sémantiques. La posture anti-impérialiste, résistance à Israël et aux États-Unis, et la posture civilisationnelle, rempart contre l'islamisme, protecteur des minorités, et vous connaissez la suite. Et en appuyant sur ces 2 boutons, le régime syrien a réussi à gangréner lentement l'opinion publique française en commençant par les marges avec le Rassemblement national
et la France insoumise. Pour une information vérifiée et recoupée sans intox, relayée, diffusée, partagée et amplifiée notamment par des usines à trolls russes, et on obtient le résultat suivant. Au mieux, on parvient à faire passer les bourreaux pour des victimes, et au pire, on sème la confusion. Dans les deux cas, Bachar al-Assad et Poutine ont gagné. Qu'est-ce qui est censé m'énerver là-dedans? Je sais pas, à toi de me le dire. C'est ta conception des choses, c'est ta vision des choses. Voilà. Il faut quand même rappeler, mon cher Khaled, que c'est Poutine qui est venu au secours de Bachar al-Assad en 2015. Qu'avant que les Russes arrivent en Syrie, Bachar al-Assad, on donne pas cher de sa peau. Pas cher de sa peau. On est d'accord ou pas? Les 3/4 du territoire est effectivement... Poutine avait dit quoi? On ira chercher les terroristes jusque dans les chiottes. C'est ce qu'il avait dit. Exactement. Je reprends ses propres termes, hein. Pardon pour la vulgarité, mais c'était ainsi sa déclaration. Et Poutine, dès qu'il est entré en jeu, parce qu'il avait des intérêts en Syrie, Poutine aussi, il n'est pas venu pour faire plaisir à Assad. L'accès aux mers chaudes. Voilà. Oui. Donc, non mais, il n'est pas venu pour faire plaisir. C'est comme d'ailleurs en 44, on nous fait croire que les Américains sont venus sauver les Français. Ils sont venus parce qu'il y avait des intérêts. Si De Gaulle les avait pas foutus dehors, ils seraient peut-être encore là. Oui, mais ça ne... Bien Donc, sûr. non mais parce que les faits sont têtus, Khaled. C'est Poutine. Après, chacun en pense ce qu'il en veut. Il y a pas de souci. C'est bien Poutine qui a sauvé Bachar el-Assad et qui lui permet d'être toujours en poste aujourd'hui. Bah, ça, c'est incontestable. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. C'est incontestable, mais il y en a qui s'en félicitent et d'autres qui le déplorent. Voilà, c'est là où les avis peuvent diverger. Oui, bien sûr. Alors après, est-ce que c'est aux 130 pays, pas moins de 130 pays qui sont intervenus en Syrie, qui doivent décider de l'avenir des Syriens? Ou est-ce que c'est aux Syriens eux-mêmes de pouvoir décider eux-mêmes de leur avenir et de ce qu'ils aspirent, de ce à quoi ils aspirent? Écoute Christophe, le peuple syrien s'est soulevé. Il y a eu un nombre... De manière pacifique, hein, au départ. Pacifique. Ouais. Ensuite, quand le régime a commencé à réprimer le peuple, il y a eu des défections par centaines, par milliers, du petit soldat jusqu'au général le plus étoilé. La conséquence de ça, c'est que 4 ans plus tard, les 3/4 du territoire étaient aux mains des insurgés. Et effectivement, c'est l'entrée en scène de la Russie avec ses avions de chasse qui a totalement retourné la situation militaire au profit du régime de Bachar al-Assad. Donc effectivement, on est d'accord sur les faits. Voilà. Simplement, voilà, je leur dis, il y a des gens qui s'en félicitent et d'autres qui le déplorent. Absolument. Et tu as cette liberté ici. De le déplorer, effectivement, et c'est ton avis, mon cher Khaled. Bon, allez, on va s'enchaîner tout de suite avec un bon petit zapping, messieurs, dames, on va pas s'ennuyer. Ça, c'est en guise, comme dirait dans certaines parties de la France, il est bientôt 18h, c'est l'heure de l'apéro. Si on prend 100 millions d'Africains, d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, c'est des mots. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela Barr. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Je vais faire plaisir à Yasser Louati sans nul doute dans ce zapping. En commençant par, tiens, Jean-Luc Mélenchon. Il était l'invité de Ruth El Kriafi hier chez BFM TV et elle n'a cessé de lui répéter les polémiques autour du voile. On a senti un Jean-Luc Mélenchon quelque peu agacé de toute cette polémique. Écoutez ce qu'en dit Mélenchon de toute cette polémique autour du voile. Jean-Michel Blanquer dit, là, les sorties scolaires, c'est illégal. Et on va y passer la soirée encore, parce que moi je veux pas amener de l'eau à leur moulin. Non, non, mais attendez. Ouais. Est-ce que vous voulez pas parler des problèmes que se posent les Français? Si. Parce que la question c'est aussi ça. Non, mais ça fait une semaine que ça dure, donc on en a bouffé tous les jours. Je vais avoir votre avis. Voilà, je vous l'ai donné. Voilà, on va avoir votre avis. Non, mais donc Jean-Michel Blanquer, quand il dit, le voile n'est pas souhaitable, c'est illégal d'interdire à une mère d'accompagner une classe. En revanche, le voile n'est pas souhaitable dans la société. Vous pouvez être d'accord là-dessus, si je comprends ce que vous dites. Mais pourquoi vous voudriez que je sois d'accord avec celui-ci ou celui-là? Je me contente de ce que je dis moi. La loi prévoit que ce n'est pas interdit. Si vous voulez qu'il n'y ait pas de personnes qui portent des signes religieux, payez-vous des profs qui accompagneront les jeunes. On a décidé de demander aux parents de venir parce qu'on trouvait que on n'avait pas de profs pour le faire, ces accompagnements, et qu'on prend des parents, alors les parents comme ils sont. Il y en a des grands, des petits, des moyens. Les uns sont cathos, les autres sont juifs, les autres sont rien du tout. 70% des Français ne pratiquent aucune religion. Et j'aime mieux vous dire que ça les saoule, hein, ce débat interminable sur la plage. Quant à mais Blanquer, non mais Blanquer, il doit se taire.
parce que ce n'est pas à lui de dire ce qui est souhaitable ou pas dans les comportements qui sont licites. Si c'était des comportements illicites, il pourrait dire ah non, il y aura une loi. Si c'est un comportement illicite, il y a une loi. Voilà. Donc il y a une répression. Mais là, c'est un projet de société. Quel est votre projet de société là-dessus ? De dire aux gosses, ta maman, on n'en veut pas parce qu'elle a un voile sur la tête. Non. C'est ça, le projet de société, c'est égalité des femmes et des hommes. Et pourquoi un voile à ce moment-là ? C'est-à-dire cacher ses cheveux au désir des hommes. Eh ben, écoutez, on va faire comme ça, on va retirer toute les kippas, c'est ce que propose Madame Le Pen, on va retirer les croix, on va tirer sur les cheveux des femmes juives pour voir si par hasard c'est pas une perruque, enfin, tout ça est absurde. Tirons les leçons de l'histoire de France. On s'est fait la guerre civile pendant 3 siècles, catholiques et protestants, plus ou moins forts. Ça suffit. L'islam est la deuxième religion de ce pays. 99,99% des musulmans demandent qu'on leur foute la paix. Ils pratiquent ça dans leur vie comme ils veulent. Ils vont à la mosquée s'ils ont envie ou pas. Voilà. On a des illuminés, des violents là-dedans, comme il y en a un peu partout, mais il y en a là-dedans. Donc cela, il faut les extraire, les empêcher de nuire. Voilà, mais pourquoi en faire le grand sujet de la passion nationale? Non, le grand sujet aujourd'hui, il est social. Le grand sujet aujourd'hui, c'est qu'encore on vient de voter un projet de loi de finances et un projet de loi de finances de la sécurité sociale, où une fois de plus, les riches vont s'en mettre plein les poches, hein, les autres vont tirer la langue, et nous, pendant ce temps-là, de quoi on parle? Du voile. Voilà. Eh ben, vous êtes d'accord avec ça, monsieur Loiti, non? La France insoumise, là. Vous allez prendre votre carte? Oui, bon, non, sûrement pas. Non, par contre, bon, c'est vrai que là, il commence à faire presque à reconnaître que ses postures passées étaient ouvertement racistes contre les femmes portant un foulard et de confession musulmane. Mais il y a quand même une chose qu'il faut souligner. On ne peut pas mettre à pied d'égalité des fous furieux utilisant la religion à des fins de violence politique et les mamans qui portent un foulard. Parce qu'il dit oui, on parle du foulard, oui, il y a des fous furieux, etc. Ça n'a rien à voir. Veut dire la maman qui porte son foulard et qui ne demande rien à personne, elle équivaut à un militant pro-Daesh. Et c'est vrai en fait qu'il y a vraiment dans l'imaginaire collectif, on ne voit pas ces personnes-là comme des êtres humains. La déshumanisation a été telle que même ceux qui passent pour subversifs et à l'encontre de l'idéologie dominante, font ce cafouillage au mieux ou cette confusion au pire entre la maman qui porte un foulard pour des raisons personnelles et la violence politique utilisée par Daesh à des fins qu'on connaît. Ouais. Monia. Puis, moi, je note quand même que Monsieur Mélenchon, encore une fois, refuse de reprendre les termes qui sont définis par les musulmans eux-mêmes pour dénoncer ce racisme. Non, mais lui il te dit moi je suis athée, moi j'ai pas de religion. Oui, non mais qu'il soit non mais il a le droit, c'est pas un souci, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que quand une communauté se défend par elle-même, utilise des termes et que lui en fait il passe son temps à silencier cette lutte-là. Et moi ce qui me dérange c'est quand il dit les personnes veulent qu'on parle de social, mais le racisme c'est une question sociale à part entière. Et tant qu'il continuera à opposer les deux, il y aura jamais de convergence entre les musulmans et la gauche. C'est bien le problème c'est bien la limite de la lecture, on va dire marxiste de la société, c'est que c'est toujours une question de classe, mais la question de race n'existe pas. Ou c'est pour faire diversion sur la lutte des classes. Mais je suis désolé, un musulman, lorsqu'il est de la classe ouvrière, il combine différents niveaux de discrimination. Et si c'est une femme noire qui porte un foulard et de conditions sociales travailleuses, en tout cas de classe ouvrière, là c'est carrément 4 strates de discrimination. Tout cela se combine. Mais je pense que Mélenchon ne veut pas en parler pour les raisons qu'on lui connaît. 17h46, vous êtes bien sur France Maghreb 2, tout va bien dans le grand forum. Voici maintenant ce qu'on peut appeler un appel à la haine. Prononcé tranquillement, au calme, par Éric Zemmour sur CNews. Il se dit d'être du côté du général Bugeaud. Khaled, écoute. Quand le général Bugeaud arrive en Algérie, il commence à massacrer les musulmans et même certains juifs. Moi, je suis aujourd'hui du côté du général Bugeaud. C'est ça être français. C'est notre désaccord aussi. Oui. C'est ça être français, Khaled. En fait, j'aurais bien voulu. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. J'aurais bien voulu que François Pupponi, en fait, aille au-delà juste de ce qu'il a dit. Je l'attends au tournant je l'aurais attendu au tournant parce que ce que dit Zemmour de manière très brutale, moi je suis convaincu qu'en fait c'est une opinion qui est partagée par beaucoup de gens. Il suffit de faire l'avocat du diable avec un Français lambda
pas un suppôt du Front National ou un suprémaciste blanc, et de lui dire, faire l'avocat du diable et lui dire bon, la colonisation c'est quand même la construction des voies de chemin de fer, la construction d'une ville aussi belle qu'Alger, des infrastructures portuaires, des écoles, la première université d'Alger, pour vous entendre dire bon, finalement est-ce qu'il n'y aura pas à mettre en balance le bien et le mal qu'a pu faire la colonisation française en Algérie, on pourrait très facilement, il est très facile de convaincre quelqu'un des bienfaits de la présence française en Algérie, pour une raison simple, c'est que l'écrasante majorité des gens ignorent tout de ce qui s'est passé pendant la bien sûr, il n'y a pas de travail d'archives de fait. Voilà, il y a eu pendant 50 ans, on a essayé d'aborder comme une question extrêmement sensible la guerre d'Algérie. Bon, déjà, il a fallu un certain nombre d'années avant qu'on puisse l'aborder de manière relativement sereine dans le débat public. Mais la séquence coloniale, enfin, quel Français, par exemple, quel Français lambda, sait par exemple comment on vivait en Mauritanie, au Mali, à Dakar, en 1925, les relations sociales qu'il y avait entre les gens, l'organisation de la ville, l'organisation sociale, économique, etc. C'est un impensé c'est un impensé de l'imaginaire français. On ne connaît rien de cette histoire. Donc, ce qui reste, si vous voulez, en creux, moi je pense Mais c'est gravissime, Khaled, quand même, d'entendre de telles choses à la télé. Bah, ce qui est gravissime, c'est de pas avoir de personne. C'est ça être français, lui. Moi, je suis certain d'une chose, c'est il y aurait très peu de personnes en face. Bah, prenons le cas de Mélenchon. Moi, je mets au défi Mélenchon de répondre à Zemmour sur cette question. Moi, je suis convaincu que Mélenchon serait tout à fait capable d'abonder dans le sens de Zemmour. Abonder dans le sens, peut-être pas. Non, mais de lui répondre. La mission civilisationnelle. Mais oui, enfin, je veux dire, rappelons-nous une chose. Je veux dire, quand l'Algérie, quand le territoire algérien a été conquis par les troupes de l'armée française. Pendant 132 ans. Oui, mais au bout de 30 ans, quand le pays était sous le joug des autorités militaires françaises, il y a eu un débat au Parlement en 1848 pour savoir ce qu'il convenait de faire de ce territoire, c'est-à-dire un comptoir colonial, un comptoir commercial ou une colonie de peuplement. Qui a voté majoritairement en faveur d'une colonisation de peuplement? La gauche. Et oui, c'est la gauche. Donc l'histoire coloniale, c'est pas un accident de l'histoire de la République, c'est une histoire qui est consubstantielle à l'histoire de la République. Bon. Donc par conséquent, c'est aussi la raison pour laquelle il est très difficile de toucher à cette histoire, parce que quand on touche à l'histoire coloniale, c'est aussi toucher au fondement de la République, et c'est se mettre à détricoter les mythes fondateurs de la République. Exactement, détricoter les mythes fondateurs de cette République. Pub. Et dans un instant, je peux pas parler, moi. Tu pourras t'exprimer rapidement avant le quiz qui arrive sur France Maghreb 2. Et j'ai une information zappée aussi. Un élu municipal veut couper la tête des femmes voilées. À tout de suite. Ah bah. Non mais je vous jure, c'est vrai. Amour. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Avant le quiz, Mounia Feliachi voulait s'exprimer sur ce qu'on a écouté, moi qui me paraît quand même catastrophique de Zemmour, Mounia. Mais moi en fait, c'est ce qui me choque plus maintenant, parce qu'on sait que c'est Zemmour, c'est que le mec en fait, il est au courant que ce que la France a fait est dégueulasse, ce que la France continue à faire pour ses intérêts économiques est dégueulasse, mais lui, comme il sait que, en fait, il est conscient, nous aussi on est conscient que c'est qu'on profite un petit peu de manière, on profite de l'économie en fait des choix géopolitiques de la France. C'est comme ça qu'on vit. Alors nous on choisit de combattre ça parce que on trouve ça immoral, mais lui en fait il s'en satisfait. Oui, il s'en satisfait. C'est ça, il s'en satisfait et il le dit ouvertement. Ouvertement, absolument. C'est ça moi qui fait que je comprends pas pourquoi il continue à être invité comme ça en fait. En même temps, c'est un discours qui a été soutenu tout au long du XXe siècle, non pas par l'extrême droite, mais par des socialistes, c'est-à-dire la gauche. La gauche.
Les socialistes. Ouais, C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu, quand tu disais, il est conscient que la France a fait du mal en Algérie. C'est pas évident. Il n'est pas exclu qu'il soit idéologiquement convaincu de la mission civilisatrice de la France en Algérie ou ailleurs. 17h56. Excuse-moi, une ligne pour encore affirmer ça. N'oubliez pas que Karl Marx appelait déjà à la destruction des sociétés en disant les sociétés indigènes, féodales, parce que pour lui ça permettrait l'émergence de sociétés nouvelles grâce à sa lecture du monde. Donc encore une fois, d'un prolétariat organisé, etc. Parce que pour lui, le capitalisme a fait émerger le prolétariat organisé en Europe, et pour lui, détruire des sociétés indigènes en Asie ou en Afrique était tout à fait bienvenu. Bon, alors, quelques infos zappées rapidement avant le quiz. Un employé municipal appelle à couper la tête d'une femme voilée. La chasse aux musulmanes est officiellement ouverte, vous l'avez compris, depuis longtemps. L'appel au meurtre donc d'un élu municipal le confirme bien. En effet, un employé de la mairie élu municipal de Clichy-la-Garenne a lancé un appel à couper la tête d'une femme voilée sur les réseaux sociaux. Il aura fallu de nombreux signalements de la part des internautes afin que la police saisisse. La police de Seine-et-Marne se saisit de l'enquête et ouvre une enquête pour incitation à la haine raciale. Depuis que les politiques et les médias ont délié clairement leur langue lors de discours clairement islamophobes, de nombreuses autres personnes sont allées dans le même dans la même direction. Tiens, je voulais vous donner une petite information aussi zappée. Celle-ci, voilà, pas sûr que le timing soit le bon. Le sombre livre de Hitler, Mein Kampf, sera réédité l'année prochaine par les éditions Fayard. Ça ne s'invente pas. Mais je vous jure que c'est vrai. Ils ont que ça à faire en fait. Ouais, voilà. Au lieu d'éditer, il y a plein d'auteurs qui galèrent à trouver des éditeurs et ils ont que ça à faire eux. Voilà, si j'avais que 2 infos à vous donner, c'est bien celle-ci. Bon, allez, c'est parti le quiz. Khaled, mon cher Khaled, tu vas me détrôner Yasser Louati s'il te plaît, avec l'aide de Mounia. Le quiz, mes questions ont tout un rapport, parce qu'on apprend aussi des choses dans cette émission, bien sûr. Ont tout un rapport avec la date d'aujourd'hui, nous sommes le 24 octobre. Attention à celui ou celle qui répond avant la fin de ma question, je lui enlève un point. Première question. La France envahit quel pays frontalier en 1792? De quel pays s'agit-il? L'Alsace-Lorraine? Non. Ah non, oups, non, oula, 1792. La Hollande. Non, c'est pas la Hollande. C'est pas loin de la Hollande, mais c'est pas la Hollande. C'est la Belgique. La Belgique est une bonne réponse, Khaled, bravo. La Belgique, oui, en 1792. Oui. Allez, deuxième question. Qui devient président du Chili en 1970? Allende. Allende, monsieur Khaled Simohand. Il est là, Khaled. Troisième question. 2004, élection ou réélection plutôt d'un président maghrébin, lequel? En 2004. Oui. 2004. C'était Bouteflika. Non. Ben Ali. Bravo, monsieur Yasser Louati, ça ne pouvait pas être autrement de votre part. 2-1 pour Khaled. Quatrième question. C'est une blague, ça. On peut parler d'élection, de réélection. Ah non, c'est une reconduction. Non mais on va pas commencer à refaire des questions. Ça suffit, arrêtez. Et le type est mort, donc c'est bon. Quatrième question. Je cherche la pionnière de la lutte pour les droits des Noirs américains, décédée en 2005. Rosa Parks. Rosa Parks, c'est Mounia qui l'a. Ah. Oui, le point il est là. 1 pour Mounia, 1 pour Yasser Louati. Non, à l'oreille. Hop, c'est Mounia. Et notre ami Khaled a 2. Ouais. Attention, 5e question. Je cherche à présent un homme politique français, président régional de Languedoc-Roussillon, décédé en 2010. Georges Frêche. Georges Frêche, bravo Mounia. Ouais, 2-2, attention, tout va se jouer sur cette question. Ou pas d'ailleurs. Si Yasser Louati décide de marquer un petit point, je suis dans le caca. Je cherche un chanteur français né en 1927. L'indice, l'important, c'est la rose. De qui s'agit-il? Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud, victoire de Khaled Simohand, bravo. 3 pour Khaled, 2 pour Mounia et 1 point pour Yasser Louati. Qu'est-ce qu'il y a? Limite, il me déçoit là. Pourquoi? Gilbert Bécaud quand même, l'important c'est la rose, ce serait gaucho ça. François Mitterrand. J'assume mal. Ah oui, mais tu l'as dit. Bon, en tout cas, belle victoire de Khaled, c'est ta première victoire au quiz. Bravo. Je serais pas fier, moi. Il a de quoi être fier. Merci Mounia, à très bientôt. Merci mon Yasser, merci Khaled. Et tous les trois, à très vite. Si on pense pas à 2, bien sûr. Ça marche? À bientôt. Bon, merci. Vous avez l'air enjoué, franchement. C'est magnifique.
Super. Merci Oui, Mounia en tout si, cas. on est très content de te Mounia retrouver. Faliachi, blogueuse, Khaled Simohand, journaliste. Vous allez pouvoir revoir son excellent avis tranché. Même si on n'est pas d'accord avec lui, mais excellent avis tranché, bien écrit. Voilà, un journaliste, quoi, digne de ce nom, sur les réseaux du Grand Forum et de France Maghreb 2. Monsieur Yasser Louati, d'ici la semaine prochaine, tu nous promets de te calmer, plus de procès, plus d'appel à la haine, rien. Hein. C'est fini, hein. Mais je suis victime, moi. je suis innocent. Laissez-moi tranquille. Je Il est ne demande qu'à innocent. vivre en paix avec tout le monde. Bon, retire-toi un peu. Je sais pas, va dans un autre pays ailleurs, tu vois. Retire-toi. Ouais, c'est quoi? Je crois que je vais remettre les clés du CG à quelqu'un d'autre. Et Voilà. Merci à tous. Il est 18h. Rendez-vous demain à 16h. Le journal tout de suite de Sophie Tarnas pour l'actualité. Annonce. Non, je fais une annonce. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais vraiment écrire un livre. Qui peut m'aider? Bah, je sais pas. Faut trouver un éditeur. Sophie, bonsoir. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.